Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre émission Santé Mag, l'émission qui prend soin de vous. Alors aujourd'hui dans l'émission, nous mettons en lumière une spécialité chirurgicale qui redonne espoir et mobilité à des milliers de personnes. On parle de la chirurgie orthopédique et plus particulièrement de la pose de prothèses articulaires. Douleurs chroniques, difficultés à se mouvoir, impact sur la qualité de vie. Autant de défis que la chirurgie moderne est capable de relever avec des résultats souvent spectaculaires. Alors comment se déroule justement une telle intervention? Quelles sont les avancées dans ce domaine? Et comment la rééducation joue-t-elle un rôle essentiel dans le retour à la vie active? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. Et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Yacoubi Mustafa. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Vous êtes chef de service de chirurgie orthopédique à l'hôpital de Ben Aknoun. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Avec nous aussi Dr Green Hanan. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Et vous êtes chirurgienne orthopédique à l'hôpital de Ben Aknoun aussi. Et avec nous aussi Monsieur Ait Wahyoun Kamel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes kinésithérapeute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, nous parlons de pose de prothèses articulaires. Alors, professeur Yacoubi, concrètement, qu'est-ce qu'une prothèse articulaire? Est-ce qu'on prend, on va dire, est-ce qu'on prend une pièce? C'est un remplacement d'une pièce, ou alors c'est une réelle prouesse biomécanique? Comment on pourrait définir ça simplement, justement, pour les spectateurs? Exactement. Donc, voilà, c'est une révolution. La prothèse, il faut dire que c'est une invention qui a marqué le XXe siècle. Oui. Vous l'avez bien dit, ça transforme des handicapés, quasiment, notamment les porteurs, les patients, les patientes porteuses, porteurs de maladies rhumatismales. Sachez que c'est des jeunes qui sont handicapés à l'âge jeune. Et là, cette prothèse-là, qui est en fait une invention qui permet de restituer la fonction de ces patients handicapés. À titre d'exemple, quand vous avez par exemple une maladie rhumatismale, soit la polyarthrite rhumatoïde ou les spondyloarthropathies ou les spondylarthrites, c'est des jeunes patients, des jeunes patientes qui finissent par avoir des articulations bloquées, complètement bloquées, détruites. Et vous imaginez un peu quelqu'un qui a des genoux bloqués, des hanches bloquées, des épaules également bloquées, ça touche également la main, etc., même les pieds. Et bien la seule solution, c'est d'aller un peu remettre de l'ordre dans ces articulations. Vous l'avez bien dit, c'est biomécanique, oui. C'est exactement le terme, et de les faire fonctionner. Il y a une articulation qui est détruite, il n'y a plus de cartilage, il n'y a plus également d'autres tissus aussi sont détruits. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller remplacer cette partie détruite par la maladie et la faire fonctionner. Et bien, il y a ces prothèses. C'est grâce à ces inventions, c'est grâce aussi à la découverte de matériaux adaptés qu'on peut mettre à l'intérieur du corps humain. Vous imaginez, il y a du métal, il y a du plastique, entre guillemets, qu'on doit mettre et que le corps accepte. Et là, qu'est-ce qu'on doit remplacer? C'est une articulation. Ça veut dire qu'il y a des surfaces articulaires. On résèque ce qui reste et on met des pièces. À titre d'exemple, si je parlerai de la prothèse du genou, vous avez le fémur en haut, le tibia en bas. Oui. Donc vous devez remplacer la partie articulaire du fémur et la partie articulaire du tibia. Il y a ces deux pièces qui sont métalliques. Et entre les deux, on doit mettre quelque chose qui ressemble à du cartilage. Et là, c'est du polyéthylène, c'est du plastique entre guillemets, et c'est ça qui va remettre un peu de l'ordre que vous avez cité, c'est la biomécanique de ce genou. Les muscles sont présents, ne sont pas touchés par la maladie, donc le moteur existe, il suffit juste de faire glisser ces articulations artificielles, cette articulation artificielle, ces pièces artificielles, à l'aide de cette musculature qui est restée intacte et qui, bien sûr, a besoin de la remettre en marche parce que c'est des malades qui ont donc subi quand même cette maladie. Qui ont une longue durée où ils n'ont pas fait fonctionner justement ces muscles. C'est l'importance de la rééducation de nos amis kinésithérapeutes. Alors,
Combien d'opérations se font par an? Combien de poses de prothèses se font en Algérie par an? Est-ce que vous avez un chiffre justement pour l'Algérie, non, je ne pourrais pas. Éventuellement, bon, c'est des statistiques qu'on peut facilement avoir. Mais par exemple, à Beni Aknoun, au niveau de Beni Aknoun... Nous avons jusqu'à 500 prothèses par an. Et vous savez que il y a en fait des prothèses, il faut les avoir. Et c'est des commandes, etc. Et généralement, en fait, la demande est supérieure à l'offre. C'est-à-dire on a beaucoup plus de patients que de... Et sachez qu'on n'opère pas qu'un genou. C'est des gens qui ont des maladies rhumatismales, ils ont les 2 genoux atteints, les 2 hanches atteintes, les deux épaules également. Donc, vous voyez... Donc, pour une personne, on peut se retrouver avec plusieurs... On peut très facilement se retrouver avec minimum 6 prothèses. D'accord. 6 prothèses parce que c'est les... En fait, en Algérie, on fait ces 3 prothèses, les prothèses de l'épaule, prothèse du genou et prothèse... L'épaule, c'est récent. Par contre, le genou et la hanche c'est quand même... on est depuis les années 70, on a commencé à mettre les prothèses. Et sachez que c'est les mêmes prothèses qu'on pose en Europe, aux États-Unis, c'est les mêmes prothèses. C'est exactement les mêmes prothèses. Donc c'est la même qualité de produit. C'est la même qualité, c'est les mêmes prothèses. Et on est en continuité c'est-à-dire dans les avancées de ces prothèses qui, de plus en plus, on trouve des prothèses meilleures, de la longévité meilleure, etc., les matériaux, etc. Et là, on est à jour. C'est-à-dire, s'il y a une prothèse qui répond à des critères où il faut les mettre, parce que tout le monde les met, et c'est ça l'intérêt d'aller dans des congrès internationaux, etc., de suivre un peu l'évolution de cette science spectaculaire qui est, chaque jour que Dieu fait, il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui sont dans le sens de l'amélioration des soins et de l'amélioration de cette chirurgie moderne. Docteur Green, justement, est-ce qu'il existe des prothèses? Bon, en Algérie, on a dit qu'on faisait l'épaule, la hanche, les hanches ou les genoux, mais est-ce qu'il existe des prothèses pour toutes les articulations qui pourraient être atteintes? Pratiquement toute articulation est remplaçable. D'accord. Alors, il existe la prothèse pour l'épaule, la prothèse pour la tête radiale au niveau du coude, la prothèse au niveau du poignet pour le pouce, la prothèse pour la hanche, pour le genou et pour la cheville. Mais les articulations les plus demandeuses de la prothèse de remplacement prothétique, c'est essentiellement la hanche et le genou. D'accord. Par rapport à la charge de l'articulation et la douleur qui est excessive et importante chez le malade. D'accord. Est-ce qu'il existe justement des prothèses sur mesure? Ça se passe comment? Le choix des prothèses se fait comment? C'est par taille, comment que ça se passe? Et est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'on peut faire une prothèse sur mesure, on va dire? Très bien. Alors, pour poser une prothèse, ça nécessite une planification préopératoire. La planification préopératoire, c'est quoi? On doit mesurer la prothèse par rapport au malade. Ça nécessite des radios de taille réelle, des calques qui correspondent à la prothèse, et on fait une étude préopératoire. Pour préparer tout le nécessaire en période. Connaître la taille de la prothèse, mais dans un futur, on va dire proche, vu que cette spécialité, et puis les prothèses qui sont de plus en plus modernes, plus en plus vraiment modernes, voilà, justement comme vous l'expliquiez, est-ce qu'on peut se retrouver un jour avec des prothèses sur mesure? Donc, ça se fait. Pas forcément en Algérie, mais ça pourrait arriver en Algérie aussi. Oui, évidemment, on est là pour ça d'ailleurs. Quel est l'intérêt d'aller dans des congrès internationaux, aussi aller chez nos amis dans des hôpitaux pour voir un peu les choses, et aussi les fournisseurs nous apportent des renseignements concernant cette évolution spectaculaire de la prothèse. Oui, et bien sachez que maintenant on ne va plus fabriquer des séries de prothèses. L'objectif, vous savez, c'est des maladies chroniques, c'est pas une urgence, on peut planifier comme l'a bien dit, et la planification se fait maintenant sur des scanners. On étudie la hanche par des coupes scanographiques, il y a des logiciels, et vous déterminez la taille de la prothèse. Ça veut dire qu'elle va être sur mesure. Vous savez, je vais rajouter quelque chose, ce que vient de dire notre collègue Dr Green, c'est qu'on planifie, mais
en fait, la pose, la vraie pose, en fait, la taille, c'est en péropératoire. Parce qu'en péropératoire, il y a tout un ancillaire qui nous permet de déterminer la taille de la prothèse. D'accord. Donc, on est orienté par cette planification préopératoire, par des calques. Et, bien entendu, maintenant, il y a des logiciels aussi qui nous permettent de déterminer exactement qu'est-ce qu'il faut comme prothèse. Puis avec l'évolution de l'intelligence artificielle et puis il y a aussi l'impression 3D, on pourrait se retrouver absolument. Un jour, maintenant, qu'est-ce que sont en train de faire, de penser, et c'est économique aussi pour les firmes, c'est que maintenant, ils ne fabriquent plus de prothèses. Vous la commandez sur mesure, vous la ramenez le jour de l'intervention, sur mesure, stérile et tout ce que vous voulez. Et là, elle va être adaptée à l'anatomie de l'individu. Parce qu'on ne se ressemble pas. On fait des tailles, vous savez, il y a des tailles de 1 à 5, mais c'est des intermédiaires et tout ça. Il peut être quelqu'un qui est entre 4 et 5, etc. Il ne peut pas être précis. Maintenant, avec le développement de la prothèse, c'est pour ça que je vous ai dit, la technologie, on en profite, nous, les orthopédistes. Vous savez, les orthopédistes ont profité de la menuiserie. Ils ont également maintenant profité de toute cette technologie en fabriquant des prothèses sur mesure et autre chose. Là, on parle uniquement des prothèses, mais il y a d'autres choses, de rachis, etc. Toute la panoplie, le truc de matériel adapté à des pathologies diverses en matière de chirurgie orthopédique. Très bien. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est un reportage, direction justement le service d'orthopédie de l'hôpital de Ben Aknoun, où notre journaliste Hamid Erbouh vous a justement interviewé Dr Green. Il y a aussi des patients pour justement en savoir plus sur la pose de prothèses articulaires. La chirurgie orthopédique prothétique est une branche spécialisée de la chirurgie orthopédique qui se concentre sur le remplacement articulaire à l'aide des prothèses. Elle vise à restaurer la mobilité, soulager la douleur et améliorer la qualité de vie des patients souffrant de pathologies articulaires sévères, souvent dues à l'arthrose, à des traumatismes ou à des maladies dégénératives. Une prothèse est un dispositif médical implanté pour remplacer une articulation endommagée. Elle peut être totale, l'articulation entière est remplacée, ou partielle. Seule une partie de l'articulation est remplacée. Les articulations couramment concernées sont la hanche, le genou, l'épaule, le coude et la cheville. La prothèse est un remplacement articulaire, osseux et cartilagineux. Elles sont utilisées dans les deux parties de la chirurgie orthopédique, dans la chirurgie orthopédique et la chirurgie traumatologique. Donc, quand on dit la chirurgie traumatologique, donc ça veut dire c'est les fractures, où on peut utiliser les prothèses dans les fractures articulaires comminutives qui échappent au traitement par une ostéosynthèse interne, comme dans les fractures de l'extrémité supérieure de l'épaule, qui sont comminutives chez des sujets âgés, ou bien dans les fractures du col. Dans la chirurgie orthopédique, elles sont utilisées dans les atteintes cartilagineuses type arthrose. Là, c'est une patiente âgée de 72 ans qui a fait une fracture de l'épaule, qui est une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, qui c'était une fracture comminutive, qui ne relève pas de traitement chirurgical par ostéosynthèse. Donc, elle a nécessité, la malade, un remplacement prothétique où on a enlevé la partie qui était endommagée, qui était remplacée par une prothèse de l'épaule. Chez les personnes âgées, l'objectif de la chirurgie prothétique est plus immédiat. Soulager la douleur, préserver l'autonomie et minimiser les risques opératoires. Certains jeunes peuvent aussi avoir besoin d'une prothèse articulaire, notamment pour l'arthrose précoce, les maladies inflammatoires chroniques et les séquelles des fractures graves. Je suis un patient qui est en attente d'une opération qui concerne une jambe qui a été fracturée. Elle s'est fracturée suite à un accident domestique, c'est-à-dire que tout peut arriver. Quand on est allé à la maison, on a l'impression que rien ne peut arriver. Au contraire, les plus grands et plus forts accidents se produisent à la maison. Et pourquoi on nous a envoyés ici? Parce que théoriquement, c'est l'un des meilleurs hôpitaux en termes d'orthopédie. C'est un hôpital ancien, Ben Aknoun, reconnu pour ce genre d'intervention. Bon, elle devait se produire hier, dimanche. Elle ne s'est pas produite.
Et donc on a décidé de changer l'option d'intervention et passer à autre chose, c'est-à-dire l'option visseuse, c'est-à-dire une intervention par vis. La rééducation après une chirurgie orthopédique prothétique est une étape cruciale pour le rétablissement du patient. Elle vise à récupérer la mobilité, renforcer les muscles affaiblis et réapprendre les gestes du quotidien. En chirurgie orthopédique, la robotique avec l'intelligence artificielle est déjà une réalité. On commence à parler d'une médecine ultra personnalisée, prédictive et connectée. Voilà, la modernité qui rend service vraiment aux patients et puis aux médecins aussi. Avant d'envisager justement la pose de la prothèse, quelles sont les alternatives chirurgicales qui peuvent retarder la pose de la prothèse ou complètement éviter la pose de la prothèse, professeur? Le médecin doit tout faire pour éloigner l'échéance à la pose de la prothèse. Il faut tout faire parce que on peut pas mettre une prothèse comme ça et se dire qu'elle va s'éterniser, cette prothèse. C'est quelque chose d'artificiel et il y a ce qu'on appelle l'usure. La prothèse, c'est pas un truc naturel. Vous savez, vous mettez du métal sur un os, il risque de se détacher, il risque de provoquer des dégâts au niveau de l'os. Alors à ce moment-là, on fait tout pour éloigner cette échéance. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On passe par les différentes étapes. On commence par le traitement médical, la rééducation. On parlait tout à l'heure du poids, et qu'il faut tout faire pour le diminuer parce que les pressions sur un genou, si on dépasse un poids... Justement, quel est le poids qu'un genou, en général, pour une personne... Si vous mesurez 1m70, il faut ne pas avoir plus de 70 kg. Donc le genou, il supporte le poids fois combien? Il faut pas que non, il faut pas qu'il y ait un excès de poids. Rajouter à ça, il n'y a pas que en fait cette charge en rapport avec il y a aussi les déformations. Et souvent c'est la cause. Quand vous avez un genou varan, les charges se concentrent dans le compartiment interne et là le compartiment va s'abîmer beaucoup plus vite que le compartiment latéral, le compartiment externe. Vous savez, il y a toute une hygiène de vie autour de ces articulations qui ont cette tendance à s'abîmer, à se léser. On ne fait pas forcément attention à nos genoux, à nos articulations, absolument. Surtout quand on est jeune. Oui, on nous le dit souvent, mais on n'écoute pas forcément. Le fait de s'asseoir peut-être en tailleur, le fait de... Oui, et puis le poids. Absolument. Donc, il y a comment dire, c'est multifactoriel. De vie à avoir aussi. C'est multifactoriel, l'hygiène de vie. Il y a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les maladies rhumatismales. Attention, il faut pas... Le gros problème, c'est ces maladies rhumatismales parce que ça touche les sujets jeunes. Vous imaginez, vous devez mettre à quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans, des prothèses. Mais à part le rhumatisme, l'arthrose, pour quelles raisons on pourrait aussi mettre les traumatismes. Voilà. On l'a bien dit tout à l'heure, notre collègue l'a bien dit, les traumatismes qui abîment l'articulation. S'il y a par exemple une fracture communitive, une fracture qui a complètement soufflé l'articulation, il n'y a plus de cartilage, c'est pareil. C'est comme on a une arthrose qui a complètement abîmé le cartilage, c'est pareil. Donc à ce moment-là, on est dans l'obligation d'aller remplacer cette partie abîmée par le cartilage par une prothèse. Entre autres, il y a aussi les interventions chirurgicales sur des articulations. À titre d'exemple, avant, on faisait des minisectomies chez les sujets jeunes, les sportifs. Quand ils ont des lésions méniscales, avant, on ne se cassait pas trop la tête, on enlevait le ménisque. Alors que le ménisque, il a un rôle très très important au niveau de l'articulation. Et quand on enlève, c'est l'arthrose. C'est l'arthrose à court, moyen terme. D'accord. Et ces jeunes sportifs, on les voit maintenant, qui viennent avec de l'arthrose et qu'on est obligé de mettre des prothèses. Maintenant, on n'enlève plus le ménisque. C'est terminé. Il y a toute une technique. Et maintenant, c'est sous arthroscopie, on n'ouvre même pas le genou, on fait passer des caméras et on fait tout pour le suturer, pour le réparer. Et maintenant, s'il y a des petites lésions, on n'enlève que les petites lésions. On régularise, mais on n'enlève jamais les ménisques. Avant, on l'arrachait quasiment de l'articulation qu'il a
un rôle très très important. Et là, je reviens à votre terme de tout à l'heure, biomécaniquement parlant. Très bien. Et justement, en parlant de ces prothèses, c'est fait en quel matériau? Que ce soit toutes les prothèses, est-ce que c'est fait avec les mêmes matériaux? Quelle est la différence? Et c'est quoi, au juste, Dr Green? Alors, pour les prothèses, c'est à base du fer. Elles sont produites à base du fer, mais il y a plusieurs matériaux qui sont intriqués dans cette production. Par exemple, on trouve essentiellement c'est du fer. On trouve c'est en titane ou bien c'est en titane. On trouve aussi l'hydroxyapatite qui va couvrir ce fer pour donner une longévité plus pour cette prothèse. On trouve aussi le céramique et le polyéthylène. Ce polyéthylène, le plus souvent, qui s'insère c'est une pièce qui va s'insérer entre deux pièces métalliques. Très bien. Est-ce qu'on peut faire une allergie justement par rapport à ces métaux? Et comment on détecte cette allergie et quelle est la solution? Oui. Professeur, oui. Bien, ça existe. D'ailleurs, vous voyez, avec l'évolution de la science, il y a des prothèses anti-allergiques. Ça existe. Hypoallergéniques. Beaucoup. Oui. C'est-à-dire, c'est des prothèses spéciales. On a eu des cas comme ça. Eh bien, on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire, on découvre après l'intervention, en post-opératoire, il y a une réaction à la prothèse et on est dans l'obligation de l'enlever et de mettre la prothèse anti-allergique, c'est-à-dire des prothèses spéciales. Elles sont jaunâtres d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on a choisi cette couleur jaune. Et on a eu des cas au service rares, quasiment exceptionnels. Et ça existe cette allergie. Vous savez, vous introduisez un corps étranger, vous introduisez du matériel qui aura forcément des réactions chimiques. Le corps a cette tendance d'expulser quelque chose qui lui appartient pas. Et bien, justement, c'est ça la révolution des prothèses. C'est qu'on doit mettre quelque chose que le corps doit accepter. Doit s'intégrer même. Elle a parlé de l'hydroxyapatite, c'est-à-dire avant, qu'est-ce qu'on faisait en fait, mais on continue à faire, mais moins, c'est que quand on met les pièces métalliques, on les scelle avec du ciment. C'est un ciment chirurgical. Pareil, c'est comme on a profité de la maçonnerie, on a profité de la menuiserie. Donc maintenant, non. Maintenant, ces prothèses sont couvertes de ce matériel qui va s'intégrer à l'os. Il va presque consolider, c'est-à-dire il va se coller à l'os. Difficulté à l'enlever, parce qu'il faut casser l'os pour l'enlever éventuellement si on a à reprendre ce type de prothèse. Vous voyez, donc tout ça, c'est autour de trouver des prothèses qui doivent durer sans qu'il y ait avec cette évolution, est-ce qu'on peut se retrouver un jour avec une prothèse à vie? Oui. Même pour les jeunes? On peut très facilement, avec l'évolution vertigineuse de cette science, cette médecine moderne, où tout le monde s'implique, entre autres l'informatique, entre autres la robotique, vous l'avez bien dit, tout ça, on va vers la perfection des soins. Je ne parle pas uniquement en orthopédie, mais partout. Vous avez maintenant, on opère à distance. Oui. Vous avez un robot, il y a un robot, il y a le chirurgien qui est en Chine, qui peut faire l'intervention. Il reproduit exactement le même geste que est en train de faire le Chinois. Et ici, on a opéré quelqu'un en Algérie. Vous voyez la distance. Et tout ça, ça tourne autour de ce souci d'assurer les meilleurs soins à l'être humain. Et justement, en parlant de questions de meilleurs soins, il y a une question qui souvent qui se pose souvent, c'est est-ce que justement cette intervention a un risque vital pour le patient? Alors, pour commencer, on va dire que toute intervention a un risque vital pour le patient. Le risque zéro n'existe pas. Alors, les risques sont liés par rapport à la réanimation. Le côté de réanimation, c'est des poses de prothèses, c'est des interventions qui sont lourdes. Elles entraînent une déperdition sanguine importante. Donc, il va y avoir une chute de la quantité du sang dans le corps du malade, où il va y avoir une hypotension, ce qui nécessite une surveillance et une prise en charge
très très adéquate pour surveiller pour le malade. Alors pour les risques, on a dit on peut avoir une déperdition sanguine, on peut avoir sur le plan ça c'est sur le plan réanimation. Sur le plan orthopédique, il y a encore des risques qui sont entre la réanimation, associés entre la réanimation et entre la chirurgie. Et quels sont ces risques? Par exemple, quand on cimente. Quand on fait une prothèse cimentée, lorsqu'on cimente, on a un risque qui est un peu plus important d'embolie par le ciment. Ce qui entraîne une embolie, une thrombose au niveau des vaisseaux. On a vu des malades qui décédés par cette complication. Oui. Les complications sont rares. Oui. De toute façon, vous savez, avant d'opérer, comme c'est de la chirurgie froide, et de la préparation. C'est très important. Il y a la consultation d'anesthésie. On doit guetter tout risque. C'est des malades, par exemple, qui ont des maladies cardiovasculaires. On doit donc un sujet âgé avec plusieurs multitarés, tout ça, il y a des risques, effectivement. Le sujet âgé, on voit, la mortalité existe. La mortalité, elle existe en matière de chirurgie orthopédique, mais il y a une préparation. Des médecins anesthésistes réanimateurs, et ils font toute... vous voyez, vous avez une checklist. Il faut qu'il y ait... Tous les voyants doivent être au vert, et il doit prendre toutes les précautions. Des malades sous anticoagulants, doivent leur arrêter les anticoagulants. Les malades qui ont des problèmes de diabète, il faut leur équilibrer le diabète. Il y a autre chose qu'il faut dire, et là c'est la hantise de tout chirurgien, pas uniquement chirurgien orthopédiste, c'est l'infection. On y arrive. Justement, l'infection, on y arrive. Mais avant cela, combien de temps dure justement l'hospitalisation pour l'hospitalisation, si tout se passe bien, qu'il n'y a aucun souci, après combien de temps généralement ça ne dépasse pas 72 heures. Vous savez, j'ai oublié un truc, c'est que maintenant, on opère sous anesthésie loco-régionale. Donc ce n'est plus une anesthésie générale. Mais par exemple, pour l'épaule, on est dans l'obligation de faire une anesthésie générale. À côté du genou et la hanche, généralement, on est fait sous... Donc moins de risques. Moins de risques, absolument. Sauf dans des cas particuliers, parce que là, il faut en parler, c'est les patients porteurs de maladies rhumatismales, comme par exemple la spondylarthropathie, les spondylarthrites, qui ont des rachis soudés. Là, il y a des problèmes d'intubation, etc., qu'il faut faire attention. Parfois même, on doit intuber avec un endoscope. Faire passer le... Et c'est des malades aussi immunodéprimés, qui ont des traitements, des immunosuppresseurs et tout ça, dont il faut tenir compte. Et là, je ne vais pas anticiper sur le problème d'infection, mais les précautions sont... C'est exceptionnel, c'est rare, la mortalité en matière de chirurgie orthopédique pour ces raisons, mais le risque zéro n'existe pas. Vous savez, il y a certains... on ne connaissait pas qu'ils avaient des allergies à telle et telle drogue, telle et telle, et ben, ça peut poser ce genre de problème. C'est très important. Et ce qui est important aussi, c'est maintenant, il faut penser à l'économie du sang. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de saignement, etc. Et maintenant, de plus en plus, on a les moyens d'un peu de pallier à ce genre de problème. Vous savez, peut-être moins en chirurgie orthopédique. Maintenant, chirurgie, par exemple, viscérale, on récupère le sang. Le sang, là, quand on incise et tout ça, il y a du sang qui est dans l'abdomen, on l'aspire et tout ça, on le récupère, on le réinjecte au patient. Donc tout ça, ça rentre un peu dans un cadre un peu particulier de préparation et de gestion pendant l'intervention chirurgicale. On a parlé de l'incident qui peut arriver, c'est quand on cimente. Quand on cimente, voilà, donc on met du ciment pour... Il y a des réactions. Il y a des réactions. C'est pour ça, ils sont... vigilants, d'ailleurs, ils nous disent, les réanimateurs, le moment de cimenter. Écoutez, il faut nous annoncer, parce que vous savez, quand on est séparés, quand il y a l'hijab qui va ils nous aiment pas, nous non plus, parce qu'ils nous compliquent un peu l'existence, je présente. Donc, ils nous disent, parfois on oublie, mais vous avez cimenté, vous nous avez perdu, voilà, parce que c'est quelque chose d'important à signaler. Et c'est de là où on fait de notre mieux pour éviter la moindre complication. Donc c'est une chirurgie quand même lourde. Lourde, absolument, mais bien gérée. Et l'obligation qu'elle soit bien gérée. Tout à l'heure, vous allez parler parce qu'il y a des précautions à prendre vis-à-vis de l'infection.
Et justement, quels sont les risques d'infection et comment les éviter? Alors voilà, donc quand on met un matériel inerte, qui est la prothèse, sachez qu'il y a une grande susceptibilité à l'infection. Parce que ça ne défend pas. Vous voyez, quand vous avez du métal et tout ça, il n'y a rien qui va se défendre contre là. C'est pareil pour la chirurgie cardiaque. Vous mettez des prothèses et tout ça, il faut faire. Donc l'asepsie doit être draconienne. En fait, c'est la condition d'asepsie. Il faut ne rien laisser passer comme germe. Parce que l'os déjà se défend très mal vis-à-vis de l'infection. D'une. De deux, il faut éviter tout foyer. Nous, avant d'opérer les prothèses, il faut qu'il aille chez le dentiste et qu'il traite ses caries dentaires. Obligation. Parce que le germe peut se greffer. Vous savez, quand on a une infection, il y a une bactériémie. Il y a quelques bactéries, malgré que ça ne se manifeste pas cliniquement, mais il y a qui circulent dans le sang. Et ça peut se greffer sur les prothèses, ça peut se greffer sur le foyer. Donc le malade ne doit avoir aucune infection, pas de carie, rien du tout. Pas de carie, obligation. D'accord. C'est-à-dire le réanimateur, l'anesthésiste ne donne l'accord qu'après avoir eu le papier du stomato, comme quoi il n'a pas de problème de carie dentaire. Deuxièmement, le CBU. On ne sait pas. Souvent les femmes, ça ne se manifeste pas. L'infection lunaire, ça peut être latente, que ce soit même chez l'homme. Oui. On doit obligatoirement avoir un SCBU où il n'y a pas d'infection. Sinon, il faut traiter l'infection et le reprogrammer après. Ça nous est déjà arrivé. Tout ça, ça rentre dans le cadre des précautions à prendre vis-à-vis de l'infection. L'infection de la prothèse, c'est dramatique. Donc si un malade, par exemple, a fait tous ses bilans et que tout va bien, si la veille de son intervention, il commence à tousser, on peut annuler l'intervention. On peut annuler l'intervention. Voilà. Ça peut être une grippe, ça peut être autre chose. Moins que ça. S'il y a un furoncle, quelque part, on annule. Ça m'est arrivé, en badigeonnant, on découvre un furoncle comme ça, et on annule. Vous savez pourquoi? C'est un drame. Parce que le sujet là qui est venu pour se faire opérer, si vous permettez, il avait mal au niveau de l'articulation. Il avait mal. Il marchait, il boitait. Mais si il aura une infection, on est dans l'obligation d'enlever la prothèse. Il ne marchera plus. S'il marchait, il ne va plus marcher parce qu'il faut attendre l'assèchement de cette infection. Justement, quel est le traitement? Le traitement, c'est d'enlever complètement parfois, on peut réviser précocement, on peut nettoyer tout ça, ça peut rentrer dans l'ordre. Mais si ça ne rentre pas dans l'ordre, on est dans l'obligation d'enlever cette prothèse, laisser assécher, assèchement total. Vous savez, cette prothèse, elle retient les germes. Il faut l'enlever. Donc, jusqu'à assèchement, jusqu'à avoir le bilan biologique normal, la normalisation de l'AVS et de la CRP. Donc le malade reste aussi à l'hôpital? Pas forcément. Pas forcément. On peut le libérer, mais on attend. Parce qu'il peut, il ne marche pas. Oui. Il n'a plus d'articulation. Très bien. Avant, il avait une articulation. On lui a enlevé, on lui a mis une prothèse. On enlève la prothèse, il n'a plus rien. Donc là, c'est très important. C'est pour ça aussi, il faut que la conception des services d'orthopédie doit être en norme. Il doit y avoir des blocs faits spécialement. On ne doit pas opérer en même temps avec des viscéralistes ou des autres, ou mélanger par exemple la chirurgie septique avec la chirurgie prothétique. Tout ça, ce sont des éléments importants dont il faut tenir compte dans la conception des services de chirurgie orthopédique. C'est une chirurgie hyper propre. Et à long terme, justement, donc à court terme, on a peur de l'infection. Et à long terme, quels sont les risques, justement, d'une pose de prothèse articulaire? À long terme, on a parmi les complications qui sont lourdes, qui nécessitent une surveillance adéquate pour le patient, c'est le descellement de la prothèse. Alors, c'est quoi le descellement de la prothèse? C'est une usure de la prothèse, des pièces prothétiques, soit de la totalité de la prothèse, les deux pièces, ou bien juste unipolaire, c'est juste une partie de la prothèse. Donc, comment elle va se manifester, comment on va découvrir, c'est quoi exactement d'ailleurs ce descellement? C'est une inflammation qui va se former autour de la pièce prothétique. Très bien. Donc, comment elle va se manifester? Elle va se manifester pour le malade, il va consulter pour des douleurs en post-opératoire. Après une certaine durée, après la pose de la prothèse, il va consulter pour des douleurs au niveau de l'articulation qui a été prise en charge. À ce moment-là, quel examen il va être fait?
Alors, c'est la radiographie standard où on va avoir un liseré ou bien un liseré autour de la prothèse. Elle va être confirmée par un scanner, une TDM, qui confirme le descellement ou bien l'usure de la prothèse. À ce moment-là, on reprogramme le patient pour une pose d'une autre prothèse, une reprise. Oui. Ça nécessite une reprise de la prothèse. Et ce qui est important dans la prise en charge, dans les suites post-opératoires pour le malade, c'est les contrôles périodiques. Donc, on fait des contrôles pratiquement chaque 6 mois dans les premières années, puis chaque 1 an, pour découvrir un décèlement dans les premiers temps. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Oui. Pourquoi la prise en charge d'un décèlement découvert précocement, elle est différente de la prise en charge d'un décèlement découvert tardivement. D'accord. Donc, s'il est découvert tardivement, quelle est la différence? On remplace, pour un cas, on remplace, pour l'autre, on essaie de récupérer quand même l'ancienne prothèse? Non, on ne récupère jamais. On ne remet jamais une prothèse. En fait, quand la prothèse, c'est-à-dire dure dans le temps, ça détruit l'os. C'est-à-dire quand on enlève non seulement la prothèse, mais on enlèvera également une partie de l'os. Donc c'est l'os qui va être abîmé encore plus. Voilà, encore. C'est-à-dire ce sont des prothèses de reprise qui sont beaucoup plus massives. C'est-à-dire c'est pas la simple. C'est-à-dire on doit remplacer de l'os encore. C'est-à-dire la partie là, quand on enlève l'os, il y a des pièces. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs c'est des prothèses qui coûtent beaucoup plus cher. Parce que là, le rassemblage et tout ça est beaucoup plus important. Et voilà. Donc tout ça, vous l'avez bien dit, tout le monde est là en train de travailler pour trouver des prothèses qui doivent durer. Parce que les reprises sont très très difficiles et les reprises sont complexes et la prothèse elle-même est complexe. Et chère également. Elle fait 10 fois le prix de la prothèse initiale, de première intention. Donc tout ça, vous l'avez bien dit, c'est ça la science qui est en train de se développer dans ce sens. Et c'est bien pour nous. Ah bah, tant mieux. Et justement, ce qui est important quand on fait une pose de prothèse, c'est la rééducation. Et quel est justement le rôle exact de la rééducation après la pose d'une prothèse? Oui. Déjà, merci d'associer la kinésithérapie dans la chirurgie prothétique. Nous, on agit généralement avant l'opération pour préparer le malade, si c'est le chirurgien de nous demander un travail à faire. Et nous avons aussi un travail post-opératoire immédiat et après on prend le relais. Maintenant, pour la prise en charge kinésithérapique, il faudrait s'appuyer sur un concept appelé raisonnement clinique. Parce que ce que je fais pour un malade A, je ne peux pas le faire pour le malade B. C'est un traitement spécifique pour chaque malade. Pourquoi ce raisonnement clinique? C'est un processus pour évaluer, pour diagnostiquer, parce qu'il y a le diagnostic médical, il y a le diagnostic kinésithérapique. Je vois est-ce qu'il y a des raideurs, est-ce qu'il y a, tu vois, tout ça dans le but de traiter efficacement. Il faut faire un bilan initial. Dès qu'on reçoit le malade, c'est un bilan initial et on fait un traitement SMART. Qu'est-ce qu'on veut dire par un traitement SMART? S-M-A-R-T, qui veut dire c'est des objectifs spécifiques, S, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, même dans le temps. Parce que c'est-à-dire le chirurgien, il attend son malade à ce qu'il revienne dans 3 mois avec des résultats positifs. Oui, avec des résultats positifs. Pour ça, il faut choisir différentes techniques. Il y a des mobilisations passives, des postures. Il y a maintenant, c'est à la mode, c'est les techniques manuelles. Qu'est-ce qu'on veut dire par les techniques manuelles? C'est des techniques manuelles, c'est-à-dire, moi, personnellement, dans les prothèses de genoux et de hanches, je n'utilise pas beaucoup la physiothérapie. Je travaille avec mes mains. Tu vois, mis à part le glaçage pour l'inflammation, pour l'œdème, mais sinon, il faut travailler avec ses mains.
D'accord. On travaille avec ces maths, donc on fait marcher ces articulations, on les tend, comment que ça se passe? C'est-à-dire, on récupère les amplitudes articulaires, Oui. on renforce le muscle pour qu'il y ait un bon muscle, et puis on cherche la stabilité, on cherche la proprioception, et puis la remise en charge se fera. Et puis on apprend aussi à ce patient à savoir se poser, à savoir Absolument, comment prendre se soin de lever, ses comment articulations. marcher, la montée des escaliers, la descente des escaliers, tout ça, c'est-à-dire, on va partir dans le sens de chercher l'autonomie du patient. Oui. Parce que c'est la rééducation fonctionnelle. On va le rééduquer pour Si qu'il la soit rééducation ne se fonctionnel. fait pas, justement, si la rééducation ne se fait pas, est-ce qu'on pourra remarcher? Est-ce qu'on se retrouve avec un handicap aussi important qu'au début? Oui. On va pas se retrouver avec un handicap ressemblant avant la pose de la prothèse, mais vous savez, quand un genou qui n'a pas fonctionné des années, vous avez une musculature qui n'est pas en fait, le tonus musculaire n'est pas bon. C'est comme le moteur qui n'a pas fonctionné. Un déséquilibre Donc musculaire. on a besoin, un déséquilibre musculaire. La fente musculaire, on remarque chez des patients, par exemple, quelqu'un qui a unilatéralement, il a un genou atteint d'un côté, Oui. il a un membre atrophié parce Donc que les muscles ne travaillent pas beaucoup. D'accord. Alors il faut les remettre en marche. C'est pareil. Et là, on a besoin de renforcement musculaire. On lui apprend de faire fonctionner, de contracter ses muscles, etc. C'est le travail de nos amis. Et c'est impératif. Moi, je peux vous dire que c'est un temps capital. Et justement, à partir de quand on commence la rééducation? On commence le lendemain. Le lendemain. J'ai un post-op. Il y a des périodes, par exemple, de G1 jusqu'à 15 jours. Puis de 15 jours jusqu'à un mois. La prise en charge change justement si on commence le premier jour? Oui. Et pourquoi je vous ai parlé du bilan initial? C'est-à-dire, je vois qu'est-ce qu'il y a, je fais un constat, puis je fais un bilan intermédiaire. C'est là, je vois, je suis bien, j'avance, je ne suis pas bien, j'ajuste. Très bien. Et si ça n'arrive pas, il faut que je sois en étroite collaboration avec le chirurgien. Il faudrait que je lui renvoie, je lui dis, voici, je trouve des difficultés à ça, pourquoi? D'accord. Et aussi, si vous permettez, il y a une correspondance. Le chirurgien adresse un courrier où il détaille un peu ce qui a été fait et quelles sont les précautions à prendre. Parfois, quand on opère, on met des prothèses. Vous savez, quand on opère, on peut, par exemple, casser de l'os pour pouvoir mettre une prothèse. Oui. Donc, il y a une fracture osseuse qui est voulue et qu'on synthèse. Là, à ce moment-là, on fait attention. Par exemple, l'appui, par exemple. On peut, par exemple, parfois, la prothèse, généralement, on donne l'appui. Surtout les prothèses de première intention. Il n'y a pas de raison de ne pas donner l'appui, que ce soit pour le genou ou la hanche. Mais maintenant, il y a des gestes faits qui font de telle sorte d'attendre un peu la consolidation, d'attendre un peu, quand on greffe par exemple, on fait attention, on a peur que la greffe se détache. À ce moment-là, on peut mobiliser en passif, on peut mobiliser la hanche sans appui, entre autres. Oui. Et là, nos amis de la rééducation connaissent bien donc c'est ce qu'il disait, chaque patient est un patient et chaque prise en charge est complètement différente. Si un patient arrive justement tard vers le kinésithérapeute, s'il prend plus de temps pour aller vers le kinésithérapeute, la prise en charge va complètement différente. Quand une lettre d'orientation me parvient, je regarde la date. Si je vois que c'est l'ancienne date, je lui dis, il faut repartir chez ton chirurgien. Vous avez raison. Qu'il me donne une autre. Comme ça, je suis couvert et... Est-ce que justement ces patients-là font des exercices juste en cabinet avec le kinésithérapeute ou vous leur donnez des exercices à faire aussi à la maison? L'éducation sanitaire. La rééducation, comment que ça se passe? L'éducation du malade, il faut éduquer le malade, il faut lui montrer ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne doit pas faire. Donc tout ça, c'est... Absolument. C'est un travail continu. Oui. Le malade nécessite un travail en continu. En continu. Chez lui. Chez lui, à la maison. Et combien de temps dure la rééducation? Et ce que je refuse, c'est qu'il me dit, je viens chez toi 2 fois par semaine, je pars 2 fois à l'hôpital. Je lui dis, écoutez,
كي يكثروا الاخر واش بصح في البابور يغرق. Soit vous faites à l'hôpital, soit vous faites chez moi. Parce que quand il y a deux gens qui manipulent, après, en cas de pépin, on se dit toujours c'est moi, c'est pas moi. Donc il est important de suivre chez le même kinésithérapeute du début à la fin. Et ça peut aller jusqu'à 6 mois, je pense. Hein. Pour la rééducation, jusqu'à 6 mois. Après, bien sûr, il y aura des séances espacées et tout, en commençant par 3 fois par semaine, puis 2 fois, puis 1 fois par semaine, puis on peut le revoir 1 fois par 15 jours, puis on peut lui dire, on peut se voir quand vous avez un problème. Et quand il y a des problèmes, je cherche, je lui dis, écoute, il faut voir votre médecin traitant. Est-ce que on doit travailler en étroite collaboration. Est-ce que justement les patients arrivent à oublier leur prothèse? Oublier dans le sens où ils n'ont plus de douleur, ils n'ont plus de gêne, c'est comme s'il n'y avait plus de prothèse. C'est le but. Oui, c'est le but. Oui. Surtout chez les jeunes. Parce que les vieilles, toujours il y a quelque chose. Parce qu'il y a des comorbidités. Il a mal au dos, il a mal et tout, donc il associe tout ça à la prothèse. Oui. Mais c'est clair. En fait, le but, c'est ça. Vous savez, ça transforme la prothèse. On en a vu. Et on a vu des cas désespérés, surtout des maladies rhumatismales. Les gens qui ont des maladies rhumatismales, désespérés de la vie, et on les opère, ça transforme la vie. Ça leur donne une deuxième chance. Des femmes désespérées, complètement désespérées avec leur rhumatisme, avec les traitements, etc. On les opère, elles se marient, elles ont des enfants. Mais la vie de famille change complètement. Absolument. Donc voilà, la prothèse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une révolution qui a changé la vie de ces malades. À des millions de personnes. Oui. Alors, on a des malades qui viennent à la consultation, ils nous disent carrément c'est l'expression. Oui, moi j'ai eu une femme psychologue à peu près 40 ans, il a fait une prothèse, on a travaillé, il a pensé qu'il va divorcer, tout, etc. Psychologue. Alors j'ai associé la kinésithérapie et la psychologie. Il m'a dit, vous avez changé ma vie. Je lui ai dit, et dans tout ça, vous êtes psychologue? Il me dit, non, c'est vous qui êtes psychologue. Absolument. Il faut être le plus proche de son patient, justement, parce que c'est vous aussi qui leur donnez de l'espoir. Alors, d'autres questions concernant les prothèses. Est-ce qu'on peut voyager après la pose d'une prothèse, prendre l'avion, le bateau, le train? Sans problème. Pas de souci? Pas de souci, sauf que quand on passe les portiques, justement. Je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'on sonne quand on sonne, oui. Enfin, peut-être les premiers jours, non, il ne faut pas voyager avec les risques. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu me voir. En fait, ce n'est pas une prothèse, c'est quelqu'un qu'on a opéré pour une fracture de l'avant-bras. Donc une broche. Et voilà. Et il m'a dit, tu m'enlèves parce que je dois voyager, j'ai pas envie de sonner, j'ai pas envie de truquer, renfouiller, tout ça. Donc voilà, c'est pas un problème, on peut voyager, on vivra exactement comme vivent les gens qui ont des articulations normales. Mais on ne peut pas pratiquer tous les sports. Oui, parce que tout simplement, vous avez une articulation artificielle qui est collée à l'os. Et vous savez, il y a une fragilité entre ce métal et l'os. Si vous sollicitez trop cette région, ça se casse. Oui. Hier ou avant-hier, on a reçu une fracture datée de quand la prothèse 14 ans. Elle est toujours en place. Il s'est fracturé au-dessus de la... C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les fractures périprothétiques. Connues, assez classiques, on en voit. Donc, les sports de contact, c'est interdit. Le foot et tout ça, où il y a des impacts et tout ça, on risque de tomber également. Et voilà, des choses où... Du footing on peut, même avec un genou Oui, on peut, footing, c'est-à-dire pas les trucs excessifs. Il faut éviter tout ce qui m'appelle l'agbat. Footing sur un terrain plat. Tout ça, non. Il ne faut pas qu'on tombe. Il faut pas de goudron, il y a les forces qui reviennent. Voilà, donc il ne faut pas qu'on tombe. Les terrains accidentés, attention et tout ça. On ne va pas faire de l'escalade, faire des trucs. Il faut quand même rester un petit peu raisonnable. Voilà, raisonnable. À titre d'exemple, juste, madame, si vous le permettez. Rapidement, attention aux sanitaires, les glissades. Attention aux sanitaires, les glissades.
au sanitaire, c'est fatal. Et aussi, bien sûr, les toilettes turques qu'il faut les proscrire. Voilà. Il y a des positions qu'il faut complètement les positions, éviter. elles sont connues. Le chirurgien doit, il a l'obligation d'informer son patient. Alors, une réponse, mais très courte. L'IRM, on peut le faire ou pas avec une prothèse? Alors, oui ou non? L'IRM, eh ben, je vais dire que l'avenir, on peut. Mais maintenant, c'est on peut pas. Très bien. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et merci aussi à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée avec le reste des programmes de la chaîne. À très vite. Au revoir.